Donc, bonjour à tous. Bienvenue à l'événement Ensemble pour un Canada plus inclusif. Mon nom est Jacqueline Noiseux. Je suis directrice générale au Rendez-vous des aînés francophones d'Ottawa, le RAFO. Merci de participer aujourd'hui à cet événement organisé par le RAFO en partenariat avec la Fédération des aînés et retraités francophones de l'Ontario, la FARFO, le Réseau Fierté des aînés d'Ottawa, le RFAO, et la Fédération des aînés francophones du Canada, la FAAFC. Pour commencer, j'aimerais inviter le directeur général de la FARFO à venir reconnaître le territoire sur lequel nous réalisons cet événement aujourd'hui. Veuillez accueillir Michel Tremblay. Merci. Alors, nous reconnaissons que les terres sur lesquelles nous vivons, apprenons et nous divertissons tous les jours sont situées sur des territoires autochtones traditionnels à travers le Canada. Nous sommes honorés de collaborer avec nos clientèles, nos partenaires et les communautés autochtones de tous les territoires. Nous reconnaissons également les gardiennes et gardiens du savoir traditionnel et les anciennes et anciens, qu'ils soient encore parmi nous et qu'ils nous aient précédés. Je redonne la parole à Jacqueline. J'invite maintenant Jean-Roch Boutin, le président de la FARFO, à vous adresser un mot de bienvenue. Bonjour tout le monde. Ça fait plaisir de voir plusieurs visages connus et d'autres que je ne connais pas personnellement en personne, mais je suis heureux de vous voir avec nous aujourd'hui. Donc, je vous souhaite la plus cordiale des bienvenues à notre 4e édition de cet événement pan-canadien francophone pour souligner la Journée internationale contre l'homophobie, la biphobie et la transphobie. Nous soulignons habituellement cette journée le 17 mai, comme vous savez. Cependant, étant donné la fin de semaine d'un congé férié, nous avons choisi de l'avancer à aujourd'hui. La FARFO et ses partenaires, le RAFO, le RFAO et la FAAFC, sont fiers de parrainer cette activité intitulée Ensemble pour un Canada plus inclusif. Comme organisme porte-parole des aînés francophones, la FARFO est un allié depuis 2020 et juge essentiel de sensibiliser nos aînés et à la communauté de LGBTQIA+. Nous voulons mieux accueillir nos clientèles au sein de nos organisations et leur assurer un lieu inclusif, accueillant et sécuritaire. Merci à l'avance pour votre participation et bonne rencontre à vous toutes et tous. Sans plus tarder, c'est donc avec beaucoup de fierté que j'invite la directrice générale du RAFO à vous présenter l'équipe de cet événement. Donc, à toi la parole, Jacqueline. Merci, Jean-Roch. Tout d'abord, voici l'équipe organisatrice qui a permis de réaliser l'événement aujourd'hui à travers le Canada. Michel Tremblay, directeur général de la FARFO, Joanne Leroux et Carmen Paquette, formatrices du RFAO, Benchel Bélizaire, l'adjointe administrative de la FARFO, Benjamin Sourisseau, gestionnaire du réseau Fierté aînés francophone de Toronto, et avec l'appui de Jean-Luc Racine, directeur général de la FAAFC, ainsi que Myriam Romanin, agente de communication de la FAAFC. Vous savez que cette journée pour lutter contre l'homophobie et la biophobie, ainsi que la transphobie, n'a pas toujours été soulignée. Rappelons que la tenue d'une journée thématique annuelle et dédiée à la lutte contre l'homophobie fut initiée en 2003 par la Fondation Émergence de Montréal. La Belgique, la France et plusieurs autres pays s'en sont inspirés de sorte qu'elle soit dorénavant reconnue à l'échelle internationale. Au cours des années, la Journée internationale contre l'homophobie a évolué et a abordé de nombreux enjeux dans la thématique. Les campagnes annuelles mises en place au cours de cette journée contribuent à combattre la discrimination,
dans notre société et dans le monde. Cette année, le comité organisateur a choisi de mettre l'accent sur les alliés en appui à la communauté 2SLGBTQIA+. En somme, comment pouvons-nous soutenir un membre de sa famille, un ami, un collègue de travail ou un client de la communauté 2SLGBTQIA+. Alors, sans plus tarder, j'aimerais inviter maintenant Benchel à venir vous rappeler quelques consignes de base et le déroulement de l'événement. Merci Jacqueline. Quelques rappels techniques avant de se lancer. Tout d'abord, le plus important, cette session est enregistrée. Donc, pour garantir la qualité sonore de l'enregistrement, veuillez s'il vous plaît couper tous vos micros. Pour ceux et celles qui ont leur caméra ouverte, si vous ne vous sentez pas à l'aise, vous avez la possibilité de désactiver votre caméra tout en participant. Après le panel, il y aura une période de questions. Merci de garder vos questions pour la période à cette fin. Lors de la période de questions, vous pourrez lever la main virtuellement ou utiliser le clavardage. N'hésitez pas également à partager vos commentaires ou témoignages dans le clavardage. Merci beaucoup. Je redonne la parole à Jacqueline. Permettez-moi maintenant de vous présenter l'animatrice du panel d'aujourd'hui, Joanne Leroux. Enseignante de musique à la retraite, Joanne Leroux travaille comme formatrice et panéliste bénévole au Réseau Fierté des aînés d'Ottawa depuis 6 ans. Joanne et son épouse fêtent cette année leur 33e anniversaire de vie commune. Elles ont célébré leurs noces en 2010 à l'Hôtel de Ville d'Ottawa pendant le Festival franco-ontarien. Elles sont les fières mamans également de Fabi, une petite canine de 3 ans. À toi, Joanne. Merci beaucoup, Jacqueline. Bienvenue tout le monde. Ça fait chaud au cœur de vous voir tous ici. Même si c'est pas en personne, on sent la présence, votre engouement, votre enthousiasme. Alors, aujourd'hui, on va explorer comment être un allié de la communauté 2SLGBTQIA+. Mais avant de poursuivre, justement, on va essayer de décortiquer c'est quoi cet acronyme-là qui n'arrête pas de changer parce que notre communauté aussi n'arrête pas d'évoluer. Alors, pour mettre les choses au clair, allons-y. Le 2S, Two Spirit en anglais, ou des fois on remplace ça par 2E pour deux esprits en français. Bien, ça désigne les personnes autochtones qui sont dotées d'une spiritualité à la fois féminine et masculine, des deux esprits, si vous voulez. Elles représentent les lesbiennes, les femmes qui sont attirées envers d'autres femmes. G représente les gays, soit les hommes gays qui sont attirés envers d'autres hommes. B représente les bisexuels, c'est-à-dire toute personne attirée autant envers les femmes que les hommes. T pour transgenre, soit les personnes qui s'identifient au sexe opposé de celui qui leur fut attribué à la naissance. Peu importe si les personnes ont entrepris ou non des changements du sexe au point de vue médical ou hormonal, etc. Q représente les personnes queer qui n'ont pas de préférence sexuelle ou de genre, qui sont, bref, non binaires. Q représente également les personnes en questionnement. I, j'ai l'impression de jouer au bingo. I représente les personnes intersexes ou bisexuées, qui sont nées avec un corps qui comporte à la fois des attributs féminins et masculins, soit en rapport aux organes génitaux, aux chromosomes ou aux hormones. Il s'agit environ de 3% de la population générale, puis on peut comparer ça au nombre de personnes qui ont les cheveux roux, qui forment aussi 3% de la population générale. Ça ne veut pas dire que c'est hétéro, c'est aussi intersexe, n'est-ce pas? Pas de confusion ici, s'il vous plaît. A représente les personnes asexuelles qui ne ressentent pas d'attirance physique, mais qui peuvent néanmoins ressentir de l'amour ou de l'affection pour quelqu'un d'autre. Et le petit plus à la fin de notre acronyme, ben, ça représente tout simplement tous les autres membres de la communauté dans un esprit d'inclusivité. Alors,
la raison d'être aujourd'hui, c'est de parler de nos alliés, comment ils peuvent nous soutenir. Alors, les alliés, qu'est-ce que c'est? C'est généralement une personne hétérosexuelle qui soutient des membres de notre communauté afin de contribuer à leur bien-être ou à une plus grande ouverture ou bienveillance à leur égard. L'allié aussi, ça peut être une personne issue de notre communauté de LGBTQIA+. Par exemple, ça pourrait être une femme lesbienne qui est alliée d'une personne transgenre. Alors, pourquoi est-ce qu'en 2024, on a encore besoin d'allier, nous, les membres de la communauté? Bien, pas trop compliqué, mais pas facile. Par le passé, les diverses identités et orientations sexuelles n'ont pas toujours été reconnues publiquement. On a été reconnus comme des criminels, des malades mentaux, puis encore aujourd'hui comme des pécheurs selon certaines religions ou croyances. Alors, même si tout s'est amélioré à plusieurs niveaux, on peut facilement comprendre que des aînés de notre communauté sont encore hésitants à s'afficher. Encore plus lorsque la vieillesse les contraint à demander des soins médicaux ou même du logement en résidence. D'autres membres de notre communauté qui ont fait le grand saut de s'afficher au fil des années, bien, pourraient vouloir regagner le placard de peur d'être victimisés de nouveau. Puis, lorsqu'on ajoute le facteur d'intersectionnalité, on comprend que c'est pas toujours évident d'être une personne de LGBTQIA+. En plus d'être francophone, en milieu minoritaire, on se comprend peut-être à mobilité réduite, etc., etc. Et puis, le Canada est considéré comme une terre d'accueil. On peut y demander le statut de réfugié politique lorsqu'on provient d'un pays où le risque d'emprisonnement ou même la peine de mort existe. Mais comment est-ce qu'on va être accueilli par la diaspora établie déjà ici au Canada? Alors, heureusement, les aînés de LGBTQIA peuvent compter sur des alliés, que ce soit au sein des diverses générations de leur propre famille, mais aussi d'organismes et d'entreprises fréquentés. Et puis, nous avons le privilège aujourd'hui d'accueillir aujourd'hui 4 panélistes qui sont de précieux alliés. Je les remercie chaleureusement de leur généreuse participation et vous me permettrez de les tutoyer parce qu'on est des amis puis on est en famille, dans un esprit convivial aussi. Alors, je salue d'abord Émile Maheu. Bonjour, Émile. Alors, Bonjour. Émile, tu es cadre en relations gouvernementales et communautaires à l'Association des enseignants et des enseignantes franco-ontariennes, l'AIFO, depuis 2019. Comme personne ressource du comité consultatif pour la diversité et l'inclusion en milieu de travail au sein de l'AIFO, tu as soutenu la création d'une stratégie continue d'inclusion, de diversité et de lutte contre la discrimination. Émile, tu cumules 25 ans d'expérience à titre de gestionnaire en milieu éducatif, en plus de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario. Merci, Émile. Je vous présente maintenant Jacqueline Oiseux. Jacqueline, tu occupes le poste de directrice générale au Rendez-vous des aînés francophones d'Ottawa depuis 2018. Tu as œuvré une trentaine d'années en développement économique et communautaire, ainsi qu'en revitalisation auprès de municipalités et d'entreprises privées et touristiques. Entrepreneur dévoué à la collectivité dans l'âme, tu as toujours ouvert ta porte à la diversité et à l'inclusion depuis ta jeunesse, tant sur le plan personnel que professionnel. C'est une façon d'être que tu tentes de démontrer aux personnes aînées des centres de vie active de ton entourage. Merci, Jacqueline Oiseux. Et bonjour, Jacqueline Pelletier. Bonjour, Jacqueline, Joanne. salut bien. Jacqueline, tu te voues au développement communautaire sur les zones de TFO et ailleurs. Tu as animé des tables de discussion, des groupes de réflexion stratégique et des conférences. Pionnière, tu as présidé ou siégé à divers conseils d'administration, la Nouvelle Scène, la Cité, la Fondation pour l'avancement du théâtre francophone du Canada et, de nos jours, la coopérative funéraire d'Ottawa. Jacqueline, tu es membre de l'Ordre d'Ottawa et chevalier d'Ordre de la Pléiade de l'Assemblée parlementaire de la francophonie internationale.
Merci d'être parmi nous, Jacqueline. Bonjour, Fabien Schneider. Fabien, Bonjour. tu es professionnel du secteur de l'assistance aux populations vulnérables avec expertise dans les domaines de l'accès, le développement et les gestions des services de santé. Tu as travaillé à l'international avec Médecins sans frontières sur des contextes de crise et tu t'es rapproché de ta communauté afin de contribuer à son épanouissement durable. Fabien, tu occupes le poste de directeur général adjoint des centres d'accueil Héritage de Toronto qui offre des services en français aux aînés et à leurs aidants depuis 40 ans. Alors, comme vous l'avez constaté, nous sommes privilégiés d'accueillir ces panélistes engagés qui sont aussi des alliés de la communauté de LGBTQIA+. Jacqueline Noiseux, oui, on a deux Jacqueline, alors je vais utiliser le nom de famille pour les Jacqueline, souvent. Pas de confusion là. Alors, Jacqueline Noiseux et Fabien, vous œuvrez, vous, auprès de personnes âgées. Émile, tu es au service d'enseignants de tous âges. Et Jacqueline Pelletier, tu es l'unique panéliste qui, en plus d'être une alliée de la communauté, tu en fais aussi partie, puisque tu es en couple avec une femme depuis plus d'une trentaine d'années. Jacqueline, ta sœur, qui est une grand-mère, à l'âge de 80 ans, elle fait appeler à vivre une expérience d'amour familial extraordinaire avec son petit-fils, qui est ton petit-neveu. Accepterais-tu de nous raconter son histoire, s'il vous plaît? À toi, Oh ma oui, belle. avec plaisir. Ma sœur, elle impressionne pas mal tout le monde. Elle a maintenant 88 ans. C'est une espèce de la matrone d'une grande, grande, grande famille. Euh, Lorsque son petit-fils était une petite fille, euh, toute petite, les gens sont mis à remarquer que chaque fois qu'elle faisait des dessins, elle s'illustrait elle-même en gars. Des salopettes, des grosses bottines, tout au long. Je trouvais ça chouette, mais la petite a grandi et elle avait peut-être 15-16 ans lorsqu'un jour, elle a croisé quelqu'un qui venait acheter un hot dog au stand de patates tard en soirée qui lui a dit, ben moi, j'ai vécu une transformation et je suis devenu un gars et bon. Euh, Elle a mis la clé dans le camion de frites, elle a couru chez elle, puis elle a dit, Maman, je sais qui je suis et je sais ce que je veux. Et c'est à partir de ce moment-là que Cal est né. Cal, qui est aujourd'hui un vrai gars, personne ne pourrait savoir que c'était autophone jeune fille, casquette, camion, gros chien, cabane à campagne et tout et tout. Cal a fait le choix de subir toutes les transformations imaginables à son corps, toutes, y compris la restructuration du visage. Je ne sais pas comment ils font ça, mais ils l'ont fait faire. L'important dans tout ça, c'est que la grand-maman, ma sœur Sylvia, a rallié tout le monde à cette nouvelle réalité de Cal. Ça n'a pas été difficile parce que nous sommes une famille pas mal ouverte. Et avec beaucoup. Moi, j'ai 25 neveux et nièces. Avec les conjoints, ça fait 50 personnes qui ont eu 50 enfants puis qui ont maintenant des bébés. Il y a du monde. Mais c'est du monde à l'esprit ouvert dans l'ensemble. Mais Sylvia a été non seulement la protectrice de Carl, mais celle qui a fait pas la publicité, mais qui a fait connaître ce qui se passait. Elle a accompagné Carl de très près auprès de toute la famille et elle a surtout accompagné son fils, le papa, qui devait se faire à l'idée. Et alors, j'ai appris de ça. Je pourrais parler plus tard d'une autre famille que je connais bien, où ce sont les grands-parents, encore une fois, qui se sont lancés dans l'aventure, pas facilement au début, tu t'inquiètes. C'est sûr que tous ces grands-parents-là étaient inquiets, mais ils ont joué un rôle de pivot dans pas juste l'acceptation, l'accueil authentique de Carl et de l'autre jeune homme dont je pourrais parler. Les grands-parents ont un rôle critique à jouer.
Merci beaucoup, Jacqueline. Euh, je comprends que la naissance, si on veut dire, de Carl s'est fait en douceur pour la plupart du temps, entouré d'amour, de bienveillance. Il a été entouré d'alliés. Et puis, malheureusement, ça n'a pas été le cas pour toi. Quand tu étais jeune, euh, et puis tu t'es mise à te questionner sur ton identité, ton Oui. orientation, tu n'avais pas cette possibilité-là d'avoir des alliés auprès de toi. Comment ça s'est passé, ton émancipation? Mais je suis contente que tu ouvres la porte parce qu'il faut qu'on comprenne. Quand moi, quand j'ai grandi dans une famille de femmes fortes. Et on était 7 filles et un garçon chez nous. Alors, il y avait 2 hommes, mon père et mon frère, qui étaient plutôt effacés, mais les autres, ça prenait de la place. C'était le fun, c'était du beau monde. À quel point ça m'a marqué, je ne le sais pas, mais ça a dû, de quelque façon, quoi qu'il en soit, très jeune, j'étais bien avec les femmes. Bon. Mais quand, à 16, j'ai eu des chums, mais à 16, 17 ans, je me suis dit, j'ai commencé à me demander, mais c'est quoi qu'il y a là, là? Ça ne se disait pas, ça ne se nommait pas. Je ne suis pas sûre que moi-même, je pouvais nommer ce que je ressentais. Je savais que j'éprouvais un attrait pour les femmes, mais tu pouvais pas dire ça. Alors, la raison pour laquelle j'en parle, c'est que j'ai beaucoup souffert. Et beaucoup de les jeunes dont on parle aujourd'hui souffrent et ont souffert. C'était une déchirure, une incapacité d'être moi, une incapacité de dire. Et ça a marqué ma vie jusqu'à ce que j'ai 20 21 ans. Quand j'ai fini par me confier à une bonne amie qui m'a dit, Garde, moi, je connais un bon psychiatre, puis je suis sûr qu'il pourrait t'aider. J'ai vu cet homme peut-être 3 fois. Et il m'a dit, toi, là, il y a juste une chose que tu dois comprendre. Agis de façon responsable. C'est tout ce qui importe. Et cet homme-là, il est au ciel, mais je le remercie encore parce qu'il a fait toute la différence dans ma vie. Je ne peux pas dire que j'ai toujours été responsable parce qu'on était à l'époque aussi où on pouvait se permettre à peu près tout. Donc, j'ai dû apprendre cette responsabilité. Mais je suis contente de pouvoir en parler parce que gardons en tête qu'il y a beaucoup, pas juste des jeunes, des gens qui cherchent encore leur identité, qui souffrent beaucoup. Et tout ce qu'on peut faire, c'est les accueillir et accepter et comprendre. Voilà. Merci, Joanne, d'avoir ouvert cette porte. Ben, merci à toi de ce partage, puis de nous aider à comprendre et à être plus sensibles surtout. Alors, en tenant compte de notre histoire, je me tourne vers les panélistes en général, puis je vais lancer quelques questions comme ça pour amorcer la discussion. Alors, j'en lance une première. D'après ton expérience dans les divers milieux, comment est-ce que les personnes issues de la communauté 2SLGBTQIA+, sont accueillies et appuyées, en particulier les aînés s'il y a lieu? Je te lance ça, Jacqueline Noiseux, notre DG, euh, qui travaille dans un centre de vie qui n'est plus de l'âge d'or, si je comprends bien. Je te laisse la parole. Bien, premièrement, il faut comprendre qu'un centre de vie active, ça regroupe des aînés de 50 et plus. Donc, on a plusieurs générations à travers nos aînés. Donc, ceux de 50 ans n'ont pas vécu la même chose que ceux à 80, ni à 70. Donc, chaque génération a vécu euh, des événements qui peuvent, pour eux, être soit parfois très traumatisants, d'autres fois une ouverture. On voit aussi nos jeunes ça devient très normal si on peut dire, d'accueillir des gens de la diversité. Puis, pour eux, euh, il n'y a pas de différence. Donc, il faut que nos aînés apprennent doucement, à leur rythme, comment justement mieux accueillir la diversité de la communauté. Nous, on le fait, bon, peut-être à différents
niveaux. On a eu un salon de la francophonie plurielle. On a changé aussi des politiques à l'intérieur au niveau du service à la clientèle pour être plus inclusif, d'apprendre aussi les uns des autres comment mieux accueillir des gens de la diversité. Évidemment, on fait partie aussi ce qu'on appelle du défi 50-30. C'est le gouvernement fédéral qui a invité en 2020 les différentes organisations, que ce soit privées, les sociétés, les organismes sans but lucratif, à participer à améliorer ou à intégrer davantage au niveau des conseils d'administration et de la haute direction 50% de, de femmes, si on peut dire, ou de genre, et 30% au niveau de la diversité euh, dans tout, euh, au niveau dans le fond, de la diversité, de la parité, que ce soit au niveau des personnes racisées, mais aussi des personnes en situation d'handicap, mais ça comprend également les Autochtones, la communauté LGBT. Donc, je pense que c'est important aussi de sensibiliser les conseils d'administration, la haute direction à cette nouvelle réalité qui est aujourd'hui le Canada, comme on le connaît. Merci, Jacqueline. Mon Dieu, quel cheminement hein, que fut parcouru, bravo. Fabien, toi, tu as travaillé à l'international, puis tu as choisi de revenir au Canada. Et puis, comment est-ce que tu perçois les défis d'adaptation chez les nouveaux arrivants au Canada, la clientèle, le personnel, par rapport à la communauté? Oui, ben oui, venant de... Nous, on est c'est un organisme francophone qui travaille avec les aînés depuis 45 ans. Ouais. Et dans les nouveaux arrivants, enfin, par rapport à ça, enfin, déjà moi, en venant au Canada, mon expérience, c'était de réaliser qu'il y avait une réelle ouverture. Ouais. Pas tout le temps, pas dans tous les groupes sociaux, démographiques, mais il y avait quand même une volonté politique assez évidente que vouloir s'engager euh, sur des thématiques qu'il fallait décomposer, la réconciliation, l'équité, la diversité, l'inclusion, les communautés LGBTQ, etc. Voilà. Donc ça, c'est une première, parce qu'il y a une ouverture, donc il peut y avoir débat, hein, même si les choses sont pas forcément gagnées, pas encore aujourd'hui, comme tout le monde l'a déjà dit ici. Dans mon environnement de travail, on a des équipes qui sont issues de la diversité, qui sont des gens du Canada, des Canadiens de souche, mais aussi beaucoup des gens qui sont issus de l'immigration, qui viennent d'Afrique, du Moyen-Orient, de l'Europe, etc. Et parmi eux, des membres de la communauté LGBTQ. Hein. Et je crois que là, il y a une réelle... je suis aussi responsable des ressources humaines, enfin dans un rôle et une organisation de ce type-là, on fait un peu tout. Hein. On est plus des généralistes qui essaient de se spécialiser. Et dans la gestion des ressources humaines, eh ben, on a des collègues qui sont issus de la communauté LGBTQ, qui viennent par exemple de pays d'Afrique tropicale et qui arrivent là avec des craintes. Ouais. Donc, ils arrivent peut-être en tant que réfugiés, peut-être en tant qu'immigrants, voilà, recueillis par des familles ou des proches, mais avec une certaine peur, ouais, une crainte ils savent qu'au Canada, c'est une terre d'accueil, qu'ils vont trouver un espace de discussion, un espace d'accueil, mais ils n'en parlent pas, hein, je veux dire assez peu. Euh, et se retrouver là avec des collègues que moi j'ai rencontrés en Afrique, par exemple, hein, des gens qui étaient membres de la communauté LGBTQ, hein, et on ne le savait absolument pas. Hein, c'était que dans des espaces très particuliers. Et ce qui se passe, c'est que lorsqu'ils arrivent ici, bon, on peut ouvrir le dialogue. Lorsqu'on a un allié, moi je suis un allié, je suis responsable des ressources humaines, on travaille avec la diversité, c'est notre quotidien, donc on en parle, on n'est pas obligé d'en parler tout le temps, mais c'est quelque chose
c'est de faire que ça soit le plus naturel possible, de créer des opportunités. Et donc, on a affaire à des collègues qui ne sont pas du tout prêts à ça. Et c'est assez intéressant de voir que à partir du moment où on ouvre la porte au dialogue, hein, euh, on a des gens qui se sentent un peu libérés, voilà, qui progressivement vont faire des demandes particulières par rapport à leurs besoins spécifiques, qui vont commencer un peu à les exprimer, qui vont peut-être prendre du lead. On va finir par savoir qu'il y a des conversations informelles qui ont lieu parmi les membres du personnel et qui vont discuter de leurs problèmes. Sachant que même au sein de la diversité internationale, il y a aussi l'intolérance. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on est immigrant, réfugié, qu'on est forcément tolérant. On a effectivement des expériences de vie qui peuvent être difficiles, mais ça ne veut pas dire qu'on va être tolérant envers les gens, nos amis de la communauté LGBTQ. Pas du tout. Voilà. Donc on fait, on fait face à ça au quotidien et dans cette relation entre les employés et les clients aînés, hein. C'est-à-dire que là aussi, les membres de la communauté de nos clients sont issus de la communauté diverse, hein. Et il y a des liens qui peuvent s'établir entre du personnel qui a vécu des expériences particulières à l'international et des gens canadiens qui ont vécu une autre expérience. Et on a là des histoires qui sont assez sympas, que je ne connais pas forcément, mais je sais qu'il y a des discussions qui se passent. Et tant mieux. Et tant Et mieux. tant mieux. Ça signifie qu'il y a des liens de confiance qui s'établissent tranquillement. Puis, Oui, tranquillement, je pense que c'est ça, hein, le côté il y a une, tant- je pense qu'il y a une partie où on a un engagement, on doit avoir un engagement envers combattre l'ignorance, hein. Donc informer, former, informer, hein. Et puis continue de le faire, cette idée de le faire de manière persistante, hein. Donc avec un engagement pas théorique, mais un engagement de fait sur la durée et la répétition, hein. Ça peut changer certains des paramètres avec lesquels nous travaillons, hein. Et après, il y a des choses qui doivent se passer sans on ait à intervenir et elles arrivent. et tant mieux. Merci beaucoup, Fabien. Ça donne beaucoup d'espoir. Émile, le soutien aux profs. Tu as des profs de tous les âges qui accompagnent des jeunes de tous les âges et de toutes les identités et orientations. Ça fait bien du monde à la messe, comme on dit. Parle-moi de ton milieu. Euh, ben, je- Bonjour tout le monde. Joanne t'en a parlé tantôt rapidement, mais à l'AEF, on vient d'adopter une stratégie. Puis ce qui a été tout à fait merveilleux dans le cadre de l'élaboration de cette stratégie-là et toutes les étapes qui sont venues en amont, on pourrait dire, ça a été d'écouter puis d'entendre ces gens-là qui avaient pas quelques histoires, mais qui sont des véritables, des livres humains là, qui ont plein d'histoires, qui ont plein de vécus à partager. Puis pour répondre à la question en lien avec, avant d'aller là, tu as tout à fait raison. Nos membres, tu sais, il y en a qui viennent de commencer leur carrière, mais il y en a qui viennent de commencer leur carrière à 45 ans. Le visage de la profession enseignante a beaucoup changé au fil des dernières années avec l'immigration, c'est souvent maintenant une deuxième carrière. Et les gens là, qui prennent leur retraite complète à 47 ans ou 50 ans, comme certains dans la salle que je connais ont eu la chance de faire. C'est moins commun qu'avant. Ceci dit, dans tout le spectre, ce que les jeunes nous ont dit au niveau de comment ils se sont sentis appuyés, mais c'est carrément, quand on parle d'alliés, c'est quelqu'un qui va porter des gestes, qui va faire une différence, qui va voir quelque chose, puis qui va choisir d'intervenir plutôt que de tourner la tête. Puis ça, il y en a plein de belles histoires, des choses il y en a beaucoup, il y en a peut-être pas assez parce qu'il y en a aussi encore des moins positives, malheureusement. Mais quand on regarde l'accueil qu'on voit des élèves aujourd'hui réservés à de nouveaux personnels enseignants, mais aux gens de façon générale dans leur école, ça, c'est vraiment, ça a vraiment changé parce que c'est plus une question en soi, c'est plus comme un accompagnement, puis tout ça. Alors que pour d'autres, l'appui d'exemple, d'une personne qui est dans un rôle de supervision peut faire toute la différence. Quelqu'un qui a été mégenré pendant 3 ans, qui tout d'un coup, la supervision change,
entend un petit quelque chose. Hey, comment ça se fait qu'ils t'ont mégenré encore et encore? Puis Je là, tout d'un coup, t'interromps. Peux-tu expliquer ce que signifie mégenrer? euh, ben, dans le fond, c'est pour c'est les gens qui s'identifient comme un genre plutôt qu'un autre. C'est quand on utilise le genre qui n'est pas approprié pour désigner la personne. Donc, c'est pour ça qu'on demande les pronoms. Dans le fond, c'est pour être plus accueillant. Pas nécessairement, puis c'est bizarre parce que j'ai eu une grosse conversation avec quelqu'un, mais les pronoms, là, c'est une petite affaire. Ça prend un tableau d'une demi-page pour l'expliquer. Et le souci, c'est pas euh, que toi, tu aies ton nom bien écrit avec ton pronom sur ta coquette. Le souci, c'est pour les gens pour qui c'est important, qui veulent éviter de te mégenrer. Et malheureusement, ça arrive couramment, particulièrement dans des activités où on mélange plusieurs types de participantes et de participants. Euh, il y a beaucoup de mégenrage. Donc, exemple, ça, c'est une des démarches qu'on peut faire comme allié quand on organise une activité. D'avoir un petit tableau qui explique c'est quoi les pronoms, puis les titres aussi, ça c'est important, parce qu'on avance, c'est plus juste les pronoms. Mais aussi de rappeler qu'on ne fait pas ça pour que toi, tu puisses t'identifier comme il, lui, mais pour que elle puisse s'identifier ou, dans le fond, que tous puissent trouver leur place lors de ton activité. Donc, ça, c'était des petits exemples. Mais ce qui fait vraiment la différence au niveau des alliés, c'est les personnes qui posent des gestes. C'est ça qui fait la différence. Il y a pas, on peut se dire des alliés, mais c'est quand les gens se sentent bien entourés puis qu'on pose des gestes concrets, que ça fait une différence. Merci, Émile. Je pousse la réflexion un peu plus loin aussi. Euh, Par rapport, bon, l'AFO, on sait, elle est en appui, c'est un allié incontournable. Elle est présente dans tous les défilés des Semaines de la fierté qui s'échelonnent l'année durant et on est fiers de l'y voir, qu'elle représente tout le monde. Et puis, on a abordé précédemment la discussion du fameux mouvement de l'automne dernier, le One Million March for Children, où est-ce qu'il y avait euh, des délégations qui voulaient retirer le drapeau fierté devant certaines écoles. Puis, question d'accueil, est-ce que ça offre, si c'est le cas? Peux-tu en parler un petit peu comment l'AFO a démêlé ça, a pu soutenir les gens dans ça? Euh, ben, puis là, je parle comme plutôt observateur parce que c'est pas moi le Oui. leadership politique de mon organisation. Puis je pense que ça prend un certain leadership, ça prend un certain doigté. On a une présidente en ce moment qui n'a pas hésité à sortir des déclarations pour condamner ce qui se passait. On a fait un don, en fait, à un organisme dans l'Est, de l'Ouest canadien, pour lutter pour des changements qui ont déjà eu lieu en Alberta, des changements qui sont des précédents inquiétants. Puis quand je prends un peu de recul, puis je regarde cette marche-là, euh, c'est pas arrivé par hasard, hein. C'est pas deux, trois personnes qui ont dit, ah non, ça, c'est pas une bonne idée, on devrait faire quelque chose. Il y a des millions de dollars qui arrivent des États-Unis pour financer ces mouvements-là, qui ont réussi à aller chercher des acteurs dans différentes euh, églises ou des mosquées pour dire, ben, si toi, tu es contre ça, viens avec nous, c'est important. Puis à cette marche-là, puis un peu partout lors d'autres activités, il y a des gens qui sont sortis des écoles. Puis ça, c'est dommage parce que c'est des gens qui ont peut-être été mal renseignés. À l'AEFO, une des choses qu'on a découvert dans le cadre de nos réflexions, c'est quand il y a des gains pour un groupe, ça aide tous les groupes. Puis ça, pour moi, ça a été une leçon vraiment, vraiment importante. Donc, quand on voit un acquis comme ça, quelque chose qui, pour moi, je m'attendais jamais voir ça, là, cette marche-là cet automne, ça me préoccupe. Ça me préoccupe jusqu'aux droits des francophones quand on y pense, parce que on est aussi un groupe qui est protégé par la charte. Puis ça, il ne faut pas l'oublier. Puis quand nos membres à nous, qui s'identifient comme membres de la communauté du SLGBTQ, ou des élèves, ou des familles, ou une grand-maman, ou un grand-papa, voient des gens en train de dire qu'il faut retirer le drapeau de la fierté, quel genre de message ça envoie ça? Puis si à la Ligue nationale de hockey, Gary Bettman, il est correct pour dire que le symbole, le drapeau de la fierté, ça veut dire essentiellement qu'ici, on accueille tout le monde, puis tout le monde a sa place. Ben, moi, c'est la moindre des choses que je m'attendrais de voir chez nos écoles, puis dans nos conseils scolaires. Euh, pour ceux qui ne le savent pas, on a même re-questionné la place du drapeau franco-ontarien à certains endroits dernièrement.
Donc, quand on parlait des droits d'un groupe, c'est lié aux droits des autres groupes. Moi, je vois un Ontario qui est plus inclusif. Puis c'est à cause des alliés qu'on va être capable d'avancer dans cette voie-là. Donc, mes deux, c'est Oui, on les prend, on les prend, on les retient. Merci beaucoup, Émile. Jacqueline Pelletier, toi, tu as été témoin d'une certaine évolution des droits depuis ton enfance, les droits de notre communauté. Est-ce que tu crains un certain retour du balancier aussi? Toujours, toujours, de toutes les minorités. Si on regarde les Noirs qui se font encore arrêter 10 fois plus que les Blancs par la police, par exemple. Oui, et je pense et quand on regarde aussi nos propres gens, moi je fais de l'aquaforme. Il y a plein de francophones à Orléans dans la piscine, il y a plus d'anglophones, mais beaucoup d'anglophones sont bilingues. Jamais j'entends un mot de français de la part de l'équipe professionnelle ou des entraîneurs. Jamais. Il y en a une parfois qui met de la musique francophone, elle est francophone, mais celle qui fait le plus d'efforts, c'est une anglophone bilingue. Alors, je me dis, euh, la peur qu'on peut avoir de s'afficher, même comme francophone, euh, ça contribue à la dégradation, qu'on le veuille ou non, du respect, puis de la reconnaissance, puis de la compréhension. Alors oui, Joanne, je partage ce point de vue. Merci, faut demeurer vigilant. Faut pas baisser les bras. Je passe à notre deuxième question, panéliste. Dans ton milieu de travail ou de fréquentation, quelles ressources ou mesures sont mises à la disposition du personnel et de la clientèle pour favoriser l'accueil des personnes issues de la communauté de SLGBTQIA qui figurent parmi leur entourage, en particulier les aînés, s'il y a lieu? Ça peut être un nouveau résident gay ou la visite d'une fillette, d'une filleule trans, un bénévole queer, une animatrice lesbienne. Alors, je vous lance ça. Fabien, veux-tu prendre la balle au bon? Allez, je récupère la balle. Ah, oui, donc je pense que là, ce qu'il disait, le point de départ, c'est cette notion, là où nous en sommes avec notre organisme, cette idée-là de ce qu'il se disait tout à l'heure, accueillir tout le monde à sa place, bon, ça, c'est ça, hein. Au niveau de la gouvernance, au niveau du positionnement, déjà une ambition stratégique très claire, c'est-à-dire essayer de mettre un peu tout le monde d'accord, hein, sur quels sont les engagements de l'organisation, et donc inclure l'équité, la diversité et l'inclusion. Alors, pas au niveau là, des buzz terms, mais essayer de faire quelque chose qui soit intrinsèque, propre à un peu l'ADN, qui va devenir un peu partie de l'ADN de l'organisation et de le mettre et de l'écrire. Donc, clairement, au niveau des axes stratégiques, au niveau des visions et des valeurs. Et donc, ça ne va pas être spécifique à la communauté LGBTQ, ça va être en regard des minorités, en regard de la différence, de cette conscience que discriminer nuit, et avoir cette approche-là. Et puis après, c'est au niveau opérationnalisation, si c'est le bon terme, euh, former et informer, hein. Donc, autant au niveau des équipes, hein, que des résidents ou des clients, hein. C'est-à-dire, on aborde les sujets, effectivement, on va prendre des calendriers des célébrations au cours de l'année, au sein de notre centre de vie active ou de la salle de jour, organiser des événements, faire venir des gens en espérant qu'ils soient le plus différent possible et mettre sur la table, voilà. Donc, exprimer, s'ouvrir, mettre sur la table. Et on se rend compte que ça se passe assez bien, même si on n'a pas toujours une participation importante, hein. Et puis après, bah, comme on l'a un peu expliqué tout à l'heure, donc ça c'est pour l'atmosphère générale, c'est une attitude aussi, hein, intentionnelle et souhaitée, hein. C'est-à-dire qu'on fait attention au fait d'informer les collègues au travail, dire, bon écoute, tu sais quoi, ici on a un organisme qui accueille tout le monde, donc ben, il n'y a pas la place pour la discrimination, et s'il y a discrimination, ben, on va s'asseoir, on va avoir une conversation, et plusieurs s'il le faut, quoi. Puis en parallèle, on va
former à former, on va toujours montrer la tolérance, l'ouverture, jusqu'à un certain point. Je dirais, à un moment donné, on doit aussi reconnaître qu'il n'y a pas de capacité ou qu'il y a une incapacité de collaborer. Il faut aller peut-être s'arrêter, quoi. Mais ça n'arrive pas. Hein. Et former, c'est-à-dire accueillir les gens, avoir une partie de procédures et de process qui sont aussi là pour gérer toute la partie des responsabilités, de dire voilà ce sur quoi on s'attend, on s'entend, et ce sur quoi on va travailler ensemble. Et donc, formation, donc on fait des formations en ligne, on organise des ateliers, puis on va continuer, créer un comité équité, diversité, inclusion, qui va être prendre des responsabilités en regard de quelle attitude on veut avoir et comment on gère tout ça et continuer, continuer, continuer. Ça fait partie des stratégies que nous mettons en place au quotidien. Voilà. Mais merci beaucoup, Fabien. Vous êtes sur une belle lancée. Jacqueline Noiseux, parle-nous de ce qui se passe au RAFO. Ben, comme un peu Fabien, évidemment, faut y aller progressivement. Euh, Ça a commencé, nous, par avoir du personnel issu de la diversité, euh, de, que les gens sentent à l'aise aussi de venir te parler pour dire, ben, moi, je vis ça. Est-ce que, tu sais, d'avoir une ouverture aussi de ce côté-là. Fait que de les accueillir, d'écouter, de voir comment on peut améliorer aussi notre milieu, que ce soit plus sécuritaire également, que les gens se sentent sécuritaires, en sécurité quand ils viennent, respecter aussi dans ce qu'ils sont. Donc, ça aussi, ça fait partie d'un tout. On ne chemine pas à la même vitesse tous, donc c'est de parfois de rappeler. Oui, on a des politiques, mais j'aime bien mettre, comme on dit, les babines. euh, faut aussi avoir la chance. On n'a pas juste des politiques, il faut les mettre en application. Donc, qu'il n'y ait pas de discrimination, qu'il n'y ait pas de, que les gens utilisent des bons termes, des bons mots. Donc, c'est de l'éducation, c'est de la sensibilisation. Puis c'est en côtoyant aussi d'autres personnes différentes qui font que les gens s'ouvrent doucement, puis voient que, bon, il y a des choses à découvrir chez l'autre, puis c'est de la même façon qu'on le fait dans les écoles, qu'on le fait dans les centres de vie active, c'est la même chose. Donc, c'est par la formation, c'est par des séances comme ça aussi aujourd'hui. Je pense qu'il faut justement oser en parler, oser utiliser les bons termes, puis parfois, ben, on peut peut-être pas utiliser le bon terme, mais c'est pas grave, on apprend au fur et à mesure, puis les uns avec les autres. Donc, c'est un peu, que ce soit un milieu de travail ou un centre récréatif, c'est la même chose. Merci beaucoup, Jacqueline. Puis, je prends le temps de souligner que c'est grâce à toi et au RAFO que nous avons cette 4e édition annuelle du Canada plus inclusif. Ça a été une initiative que tu as lancée. Tu nous as fait appel à nous, tu nous as rassemblés pour qu'on puisse offrir cette activité-là. Alors, merci encore une fois, Jacqueline, de nous accueillir. Et puis, il était temps qu'on Ça fait t'accueille à plaisir. ton tour comme panéliste. Je me tourne maintenant vers Émile, si tu veux nous parler un petit peu, pourquoi pas, de la stratégie. Mais je pense que quand on parle de ressources et de mesures, je pense que, comme je l'ai dit, ben, on y a beaucoup réfléchi. Puis je pense il y a des changements systémiques qui sont nécessaires. Donc, pour ça, nous, on appelle ça la lutte contre l'oppression. On a pris un peu de recul. On a beaucoup de travail à faire comme société, même si on est en 2024. Donc, pour nous, ça, c'est quand il faut voir des changements systémiques pour régler des situations précises. Donc, c'est des choses qui s'adressent un peu à tout le monde. Au niveau du personnel, du 1 à 1, nos membres, ils nous ont dit qu'ils ont besoin d'occasion de se rassembler et d'échanger entre eux. Donc, de créer ces espaces sécuritaires-là où les gens se sentent à l'aise d'échanger. Euh, Puis, il ne faut pas que ça soit vu comme une espèce de ghettoisation. Dans le fond, c'est tout le contraire. C'est de créer un endroit ou une occasion
à laquelle on veut faire partie, où on voit qu'il y a un bénéfice à échanger, puis tout ça. Puis ça fait partie de notre orientation qui est de soutenir les membres. Donc, comment on travaille avec les membres qui sont en train de vivre des situations un petit peu plus difficiles, puis tout ça. Je pense qu'au niveau des mesures, il y a tout aussi le travail de sensibilisation. On a tous une responsabilité de partager des modèles de fierté. Tu sais, puis là, je pense à l'intersectionnalité, donc des gens qui ont plusieurs identités. Euh, et ça, c'est important aussi, parce que si on les voit pas, on ne sait pas qu'ils sont là. Puis je pense que c'est un peu ça le mouvement de la fierté, hein? C'est de réaliser que partout autour de nous, il y a plein de monde incroyable qui s'identifie de plein de différentes façons. Et sans cette occasion-là de mettre un peu de lumière là-dessus, parfois, il passerait inaperçu. Oui, c'est vu un peu comme quand on lâche notre lousse, mais je pense que c'est aussi un rappel de tout le beau travail qui a été fait au cours des dernières années. Puis comme dernière mesure, une des choses qui est importante pour nous, puis c'est qu'on va lancer notre programme de formation. On va avoir des formations pour nos membres, pour notre personnel, pour nos élus l'année prochaine qui vont adresser 6 thèmes, dont comment bien accueillir et inclure les gens de la communauté de la diversité du genre, affective et sexuelle. Donc, on apprend aussi, là, on ajuste notre vocabulaire, puis on compose avec ça. Une des choses, puis je vais les mentionner parce que ça a été mentionné plus tôt, puis je vois d'autres acteurs qui connaissent bien l'organisme, mais on a des grands experts, hein, puis on a plein d'alliés, nous aussi. Puis je pense à Franco Queer, entre autres, avec qui j'ai eu une rencontre l'autre jour, qui ont plein de ressources. Ils ont créé un réseau pour les organismes qui se posent des questions sur comment mieux acquérir le monde au sein de leur organisme. Donc, comment? Ça, c'est hot, là. On avait vraiment besoin de ça. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ils sont là, ils sont merveilleux. Puis moi, j'ai beaucoup, beaucoup apprécié profiter de leur appui puis de leurs ressources aussi. Merci beaucoup, Émile. Euh, Jacqueline Pelletier, quand tu fréquentes divers milieux avec ta conjointe, euh, qu'est-ce qui fait en sorte que vous vous sentiez bien, en sécurité ou accueilli? Il n'y a jamais eu quoi que ce soit. Ça a toujours été pris, mais je dis toujours, là, je parle depuis les années 80 et plus tard, ça a toujours été pris pour acquis. Euh, il n'y a jamais eu de malaise. Mais il y a quelque chose que je vais ajouter. À l'origine, tu demandais dans votre milieu de travail. Je n'ai pas de milieu de travail, je suis retraitée, mais je fais de l'aquaforme. Et on a un petit groupe d'amis à la piscine. Nous sommes devenus ce que j'appelle mes amis de piscine. Sur 6, il y en a une qui n'a rien dit encore, mais toutes les autres ont quelqu'un dans leur famille, un enfant, un frère, une soeur qui est quelque chose dans la gamme là, des 2S, LGBT, tout. Et it's not an issue. Et ça, je trouve ça intéressant parce que je pense que si. Et tout le monde, je suis une des plus jeunes, j'ai 78 ans. Et je suis sûre que si on en parlait avec les autres dans la piscine, ce serait le même phénomène. Et ça m'encourage. Et bravo à ceux et celles qui ont osé parler de leur identité parce que ça a obligé. Mais je peux vous donner un exemple. Une de ces personnes-là a une petite fille qui est devenue son petit-fils. Le grand-père je dirais, pitché à la bibliothèque et il a tout lu, tout ce qui existe, tout lu, il a vu toutes les vidéos, il a tout appris. La grand-mère aussi, mais elle s'est consacrée à accompagner le jeune. Ça a été dur. Elle se trompe encore de nom, encore et tout, mais ça a été dur, mais elle l'a fait et elle a surtout accompagné les parents pour qui ça n'a pas été facile. Mais encore là, des aînés, des gens de mon âge, alors, ça, je tiens à le dire, c'est mon milieu de vie, puis à la piscine, on apprend des choses. On va tous s'inscrire à l'aquaforme C'est d'ici ça. demain. Oh, c'est superbe. Je lance une troisième question aux panélistes. As-tu des observations ou des conseils à partager auprès des personnes âgées dont certains membres de famille ou leur entourage, peu importe leur âge, feraient partie de la communauté de SLGBTQIA+. Par exemple,
quel serait le rôle des grands-parents auprès de leurs petits-enfants LGBTQ+, ou de leurs voisins qui seraient gays? Je lance ça comme ça. Fabien, veux-tu amorcer? Oui, bon, la vie est relativement courte hein, pour se faire du mal. Ouais, donc, et je sais pas, moi je suis papa de deux garçons. J'ai épousé une Canadienne, on a deux enfants. Mes gamins peut-être qui seront gays, je ne sais pas quoi, mais je les aime quoi. Donc euh, déjà ça c'est un premier point de départ. Quoi. Et je crois qu'on perd beaucoup de temps à essayer de combattre des principes qui sont souvent ancrés dans des choses du passé, peut-être, ouais, ou qui sont liés à des valeurs qui ne sont pas forcément valides, mais on a été élevé comme ça. On a des systèmes de. Comprendre qu'on a un programme un peu comme un ordinateur et que ce programme-là, on peut toujours le modifier à quelle que soit l'étape de notre vie, c'est une première étape. Donc pour moi, le gros du conseil, c'est autour de ce que je pense tout le monde a dit ici, travailler essayer sur l'ignorance, s'informer, se former. Enfin, le témoignage de D, Jacqueline ou de Émile, et c'est directement lié à ça, la sensibilisation, l'information, répéter le dialogue. Hein. Euh, et puis se rapprocher des communautés, quoi. Je pense que c'est ou des personnes qui ont justement une autre perspective et essayer au moins d'ouvrir le dialogue, lui donner une chance hein, et parler. Je crois qu'à partir de là, on arrive à construire ou à reconstruire hein, un environnement qui est propice à la tolérance. J'ai trop vu d'intolérance dans mon expérience professionnelle et qui sont source de violence psychologique et physique, voire bien plus que ça pour ouvrir la porte. Je pense que c'est ça. Merci beaucoup, Fabien. Merci. Jacqueline Noiset, peut-être. Ben, moi, si je peux donner un petit exemple, euh, quand on fait un événement, de penser aussi à accueillir la communauté. Donc, ça fait partie un peu euh, d'une réflexion. On a fêté la semaine passée la fête des mères. On a fait un forfait spécial théâtre, spécial maman. Mais un peu dans notre ignorance, euh, on a eu des gens qui sont arrivés puis qui étaient pas euh, euh, une mère féminine, si on peut dire. Donc, on s'est dit, ben, c'est pas grave. On donne on avait préparé un petit verre de mimosa avec des petites bouchées. Ben, on le donne aux deux, puis les deux peuvent partager parce que la réalité de quelqu'un est très différente d'un autre. Donc, si pour eux, c'est important cette journée-là, pourquoi pas? Pourquoi pas accepter d'ouvrir puis ça fait partie aussi de cette ouverture-là qu'il faut, un, un moment donné, réfléchir quand on fait des événements. Oups, comment, comment on peut mieux accueillir, puis de le faire spontanément, puis de le faire. Euh, je pense que c'est ça, c'est d'y aller avec le cœur, puis d'ouvrir à l'autre, puis d'avoir un dialogue. Puis quand on voit que la personne, ben, elle va être reconnaissante aussi, tout simplement. Fait que, pense que c'est par des petits gestes qu'on va finir par y arriver. Je me rappelle aussi d'avoir jasé avec toi, puis tu sais, c'est bien beau si on affiche le drapeau de la diversité inclusive, puis plein de choses visuelles dans notre centre de vie active, mais si les bobines ne suivent pas les babines, justement, les bottines ne suivent pas Les les petites ne babines, suivent pas les en tout bobines. cas, oui, oui, c'est ça, on se comprend. Oui, Oui, il faut être conséquent. oui, Et puis, donc, mieux vaut y aller par petites doses, par petits gestes, puis de donner l'exemple plutôt oui, que de, je sais pas, provoquer les gens. oui. Hein. Puis c'est au fur et à mesure, ça va devenir, à mon avis, un peu plus naturel. Puis les gens vont se sentir mieux parce qu'ils sentent faire partie prenante du centre. Fait que c'est, c'est ainsi que je pense il faut y aller. Puis il faut laisser le temps aussi aux gens de s'habituer. Puis c'est à petits pas, aussi Merci simple. beaucoup.
Merci. Émile, notre jeune sage, as-tu des conseils à nous offrir? Je vais m'inspirer de Jacqueline, si tu me permets. Je pense que ça revient beaucoup à l'accueil. Accueillir, bien accueillir, ça n'a pas besoin de coûter plus cher. Ça n'a pas besoin d'être compliqué. Si on n'est pas certain, pourquoi pas prendre le temps de consulter? Quand on organise un événement, tu sais, on vérifie si le monde a des allergies, puis tout le monde va être correct. Profitez-en. On parle d'être allié, mais je pense que notre premier job, c'est d'aller chercher l'information. Euh, Puis je pense que, comme je disais, ça n'enlève rien à personne, mais pour cette personne-là, qui va se sentir bien accueillie, qui va se sentir écoutée, tu sais, qui a besoin d'être aimé comme tout le monde, puis qui a besoin de se sentir à sa place. Hein. Parce que ça, en Ontario français, l'appartenance, là, c'est toujours important, puis des fois, on n'en parle pas assez, mais ça fait toute la différence. Puis pour moi, si ça veut dire que j'ai besoin de faire un petit peu plus de préparation, euh, ça me dit que tout le monde va être heureux, puis tout le monde va être bien quand ils vont arriver C'est chez dans nous ton bureau. ou lors de mon activité euh, ou quand je suis bénévole ailleurs. Je pense que c'est vraiment important. Donc, c'est ça. Merci beaucoup, Émile. Jacqueline Pelletier, des conseils, des commentaires. Oh, tu viens de te mettre en sourdine. Voilà. Voilà. Je disais être naturel. Juste être naturel. Mais je vais donner l'exemple de la communauté où je vis à Orléans. On a fait construire une maison comme tous nos voisins il y a 20 ans. Et c'était plutôt des jeunes familles. C'est un quartier aisé, disons, mais il y avait beaucoup de petits-enfants. Et nous, on est là sur le coin de la rue. Tu ne peux pas nous éviter parce que c'est un cul-de-sac. Tout le monde passe chez nous. Et à l'époque, ma conjointe était consultante auprès d'une entreprise qui font des bonbons. Et il lui arrivait, parce qu'elle aime beaucoup les bonbons, d'en rapporter à l'occasion une grosse boîte de bons jujubes frais. Et elle s'assoyait sur le perron, puis évidemment, les enfants, elle leur offrait des bonbons. À un moment donné, je me suis dit, oh mon Dieu, les parents, qu'est-ce qu'ils vont penser, là? Les deux lesbiennes du coin qui donnent des bonbons aux enfants, là. Mais c'est une rue où on vit dehors. On n'entre pas tellement dans les maisons les uns des autres, mais on vit dehors, beaucoup dans la rue. Et au début, les autres se promenaient avec leurs petits-enfants. Nous, on avait nos neveux et nièces et tout. Maintenant, c'est les chiens que les gens promènent. Et jamais il y a eu l'expression du moindre malaise. S'il y en a eu, on ne l'a pas su. Mais je le mentionne parce que rendons-nous compte que c'est autant il y a des gros défis, il y a aussi de plus en plus d'acceptation. Et comme je disais tantôt, it's not a niche où pas beaucoup de gens, de plus en plus. Et ça, il faut le célébrer. C'est grâce au travail que beaucoup de gens qui sont ici ont fait. Euh, et voilà, à Orléans, il y a une rue où les deux vieilles lesbiennes sont bien acceptées. Il y en a une qui est plus jeune que l'autre, mais ça passe. Moi, je déménage juste pour les bonbons. Quel bel accueil, c'est super. Oui, faut se poser la question justement, est-ce que ça change de quoi le fait qui distribue les bonbons ou pas, justement. Euh, Moi, je vais vous partager une expérience de vie. En fin de semaine, je fus invitée à des noces de deux femmes transgenres. Et il y avait peut-être 120 personnes, 120 convives. Et de tous les convives, mon épouse et moi, on était le seul autre couple de femmes. Il y avait quelques personnes transgenres, mais c'était surtout familial, avec des amis, des collègues de travail. Euh, Contrairement à ce que certains pourraient imaginer, non, il n'y avait aucune drag queen. C'était vraiment deux noces, deux mariés en robe de mariée. Et soit dit en passant, c'était deux personnes, deux femmes aînées. L'une des mariées est grand-mère, l'autre est maman. Elle est un petit peu plus jeune. Et puis, les parents des mariés étaient là, leurs enfants, leurs petits-enfants, des amis, des invités, comme je le disais tantôt. Et c'était une célébration d'amour, que de l'amour entre elles, de l'amour
familial, de l'amour collégial, etc. C'était une expérience de vie unique. Ce fut vraiment un privilège pour mon épouse et moi d'y être. Et je nous en souhaite beaucoup, beaucoup d'autres, que les gens de tout âge, de toute communauté, de toute identité, orientation puissent proclamer publiquement leur amour l'une envers l'autre. Et puis, c'était extraordinaire. C'était dans un hôtel du centre-ville. Et puis, c'était bien sûr sur invitation, mais néanmoins, on rentre dans l'hôtel, grosse affiche, les noces d'une telle et d'une telle, tel étage. C'était affiché, et comme ça serait pour n'importe quel autre couple. Donc, je vous en parle, je suis encore émue. C'était vraiment une splendide expérience d'amour. Puis, je nous en souhaite tout autant. Euh, je remercie, je crois que c'était, je regarde dans la période de Ginette Prévost qui a soumis des questions dans le cavardage. Si tu permets, merci Émile d'avoir pris le temps de répondre, mais je pense que ça vaut la peine que je lise ça, si vous permettez. Moi, on est rendu déjà à la période de questions. Si vous avez des questions à soumettre dans le clavardage, on a quelques minutes pour y répondre. Profitez-en. On a des panélistes très généreux et bienveillants. C'est un milieu sécuritaire. Il n'y a pas de questions niaiseuses. Alors, Ginette, tu nous demandais que veut dire les mots il, lui, elle, yel. Pourquoi les gens écrivent ça maintenant avec leur nom? Et Émile qui répond, certains, ce sont les prénoms inclusifs. L'utilisation des prénoms inclusifs est recommandée pour éviter le mégenrage dont on parlait tantôt, c'est-à-dire l'action de désigner une personne par un genre qui ne correspond pas à son identité de genre. Par exemple, moi, je me considère comme une femme, j'utilise le prénom elle. Alors, quand vous parlez de moi, vous utilisez le prénom elle. Quand vous vous adressez à moi, vous utilisez le féminin. Alors, lors des communications, Émile poursuit, il est recommandé d'utiliser une écriture épicène, c'est-à-dire non genrée, lorsque possible. Lorsqu'il est impossible d'utiliser la forme épicène, on peut utiliser les noms neutres, comme plutôt que dire madame, monsieur, on peut dire chers amis. Bon, c'est un exemple. Ou plutôt de dire il, si on n'est pas certain, on peut dire la personne ou cette personne. Alors, quand on parle du masculin au singulier, on utilise il, elle au féminin, ul ou ol au neutre, je ne savais pas, yel ou il quand c'est bi, inclusif, yel ou il encore, c'est-à-dire. Et puis, yel et aller, aller avec un E se trouver du travail. Ah, yel est allé se trouver du travail. Alors, on parle d'une personne de deux identités, ou deux orientations. Pluriel inclusif, yel ou il. Exemple, ils font de l'exercice régulièrement. Merci, Émile, d'avoir répondu, parce que j'aurais pas eu les connaissances nécessairement pour le faire aussi bien. Il y a aussi les titres, aussi dans le MX pour les personnes non binaires. Monsieur, madame, mix, MIX pour le neutre, inclusif, donc aucun titre. Donc, oui, vous savez que sur le passeport, on peut indiquer FMOX, n'est-ce pas, au Canada. Carmen, d'ajouter, il est important de montrer son ouverture à notre communauté sans demander aux gens de s'afficher ouvertement LGBTQ. Par exemple, en disant conjoint plutôt que mari ou femme, justement. Alors, de ne pas prendre pour acquis, êtes-vous marié? Qu'est-ce que votre mari fait dans la vie? Non. Qu'est-ce que la personne signifiante ou votre conjoint ou peu importe. Alors, on essaie de trouver des noms plus inclusifs pour mettre tout le monde à l'aise et ça ouvre la porte, n'est-ce pas? Euh, Partenaire, oui, Benjamin. Qu'est-ce que votre partenaire fait dans la vie? Avez-vous un partenaire? Donc, êtes-vous en couple? Voilà. Même chose sur les formulaires d'inscription. On peut ajouter des mots neutres comme ça pour ouvrir la porte aux gens qui font une demande d'emploi ou une demande de résidence. Le livre, le registre d'invités. Euh, donc, je ne sais pas s'il y a d'autres genres aussi. Ah, je veux amener le sujet aussi de le milieu sécuritaire.
il y a des mouvements parmi la communauté où est-ce que on se voit vieillir, puis on ne se sent pas à l'aise, n'est-ce pas, d'entrer en résidence et de s'afficher comme tel. Euh, c'est ce qu'on appelle regagner le placard. Et c'est malheureux, mais ça, c'est un fait. Le défi, on parlait d'intersectionnalité tantôt, le défi en Ontario français, c'est que souvent, lorsqu'on réussit à trouver une résidence uniquement qui offre des services en français, souvent cette résidence-là est de dénomination catholique. Alors, bon, alors personnellement, moi, je me sentirais pas à l'aise de vieillir dans une telle résidence, même si c'est en français, c'est ce que je recherche. Et d'où le besoin de certains membres de notre communauté d'essayer de se doter de maisons de résidence et de soins uniquement pour la communauté. Euh, je vais faire mon John Lennon. J'ai le rêve d'un jour où est-ce que ça ne sera pas un besoin pour assurer notre sécurité. Je rêve d'un jour où est-ce que monsieur, madame, tout le monde, peu importe leur identité, leur orientation, pourra euh, choisir, avoir le choix de vieillir dans une résidence, euh, dans une communauté qui ressemble à la communauté générale, où est-ce qu'on retrouve de tout, même un ami. Ah, OK. Bon, j'ai assez philosophé. Moi, je termine. S'il n'y a pas d'autres questions, mais ajoutez-en si ça vous vient en tête. N'hésitez pas, on va les prendre au vol. Je veux vous remercier chaleureusement, les panélistes, les deux Jacqueline, Fabien et Émile, d'avoir accepté de prendre votre temps et de nous partager vos recettes pour faire en sorte qu'on soit de meilleurs alliés et de démontrer à quel point vous aussi, vous êtes d'extraordinaires alliés. C'est vraiment, vraiment apprécié. Je vous remercie du fond du cœur au nom de tout le monde qui est ici. Je suis certaine que tout le monde a appris en vous écoutant. Puis, je vais maintenant inviter Michel Tremblay de la Farfo à venir vous parler des ressources disponibles, des ressources qu'on va vous envoyer. Il va vous en parler. À toi, Michel. OK. Juste un point, on n'a pas demandé s'il y avait des questions là, que les gens veulent faire à main levée. Ah, bien sûr, si Hein? c'est le cas, Il y en a qui ont des questions à poser plutôt oui, qu'écrire. bonne idée. Si vous n'êtes pas à l'aise avec le clavardage, il n'y a pas de souci. Prenez le micro puis calez-moi ça, comme on dit. N'importe quand. Est-ce qu'il y aurait des questions, des commentaires même? Ah, merci France Garot qui nous dit merci à vous tous de faire la différence dans nos communautés. On fait de notre mieux. OK. Bon, ben, voyons Alors, qu'il n'y a pas de questions. Donc, on a des ressources importantes. Je crois on va vous les envoyer après la rencontre. Vous allez les recevoir. C'est une liste d'outils qui peuvent être très utiles. Et puis aussi, une des choses, on a développé dans les 2 dernières années un guide de bienveillance, bientraitance, dans le fond pour les fournisseurs de services pour les personnes LGBTQ francophones aînées. Donc, c'est des outils, c'est des bonnes pratiques qu'on aimerait voir mises en œuvre dans les services de santé. Donc, c'est une des choses là, on veut s'assurer, c'est que on ne repartait pas les mains vides. Je vois qu'il y a une personne qui veut poser une question. Rosalie, est-ce que tu veux prendre la Oui, parole? oui, merci beaucoup. Vous m'entendez bien? Oui. très bien. Génial. Merci beaucoup pour la présentation. J'ai vraiment, vraiment apprécié. Je suis étudiante en psychologie au doctorat et ma thèse porte sur la diversité sexuelle des femmes aînées. Et je me demandais, ce serait quoi pour vous le plus grand besoin au niveau des personnes aînées de la communauté, de la diversité sexuelle et de genre? Est-ce que quelqu'un du panel ou Carmen aimerait répondre? Le plus grand besoin des femmes aînées, je pense, je, je te dirais des soins médicaux, de l'accompagnement,
pour briser la solitude, n'est-ce pas? De l'écoute, parce que comme Jacqueline me disait, il y en a plusieurs qui n'ont pas eu la chance d'être accompagnés par des alliés en grandissant. Donc, il y a peut-être des questions qui persistent aussi. Euh, Est-ce que quelqu'un veut ajouter à ça? C'est une excellente question. Carmen, ton micro? Moi, je ne vais pas tenter de répondre à la question sur les plus grands besoins, mais ce que je peux dire, c'est que comme aînée lesbienne, j'ai tout le temps à me poser la question, qu'est-ce qui est une priorité pour moi? D'être servie en français ou d'être servie dans un milieu accueillant? Parce qu'il y a d'autres personnes qui ont fait référence à ça, mais c'est la réalité d'être d'une double minorité. C'est pas juste au niveau d'une résidence pour aînés, comme Joanne disait, il y en a trop qui sont d'historique catholique, mais on a des choix, même, tu sais, je suis une militante LGBTQ depuis des décennies, puis quand j'ai eu un accident sur l'autoroute récemment, le policier est arrivé, puis j'essaie de, est-ce que j'ose y parler en français, puis est-ce que j'ose dire que la femme à côté de moi, c'est ma conjointe? Puis c'est des, tu sais, sortir du placard, c'est une décision quotidienne. Puis de s'afficher comme francophone, c'est une décision quotidienne. Ce qui est compliqué comme lesbienne francophone, c'est que je veux pas qu'on m'oblige à dire que je suis lesbienne pour me créer un milieu accueillant. Tu sais, j'ai parlé tantôt là, du vocabulaire. Mais comme francophone, ça fait 40 ans que je sais qu'il faut que je m'affiche. Mais comme lesbienne, il faut que je fasse attention de est-ce que je peux m'afficher. Donc, c'est de la job, hein? Ouais. En effet. Merci, Carmine. Pierre Soucy à Vancouver. Votre On micro, t'ent- Pierre. Oui, ça marche. On ne vous entend pas. Vas-y, Pierre. Ah, on t'entendait, mais on... Vous m'entendez maintenant? Ah, Oui, turn up volume. Voilà. Bon, ça va? oui. Bon, alors, comme je disais, ça existe vraiment des Franco-Colombiens. En voici un. Euh, je vous avoue que mes origines, c'est comme franco-ontarien. J'ai vécu une grosse partie de ma vie en Ontario, mais mon conjoint et moi-même sommes déménagés ici à Vancouver il y a 9 ans maintenant. Et donc, j'ai adopté maintenant l'identité franco-colombienne avec plaisir. En tout cas, voilà. Ce que je voulais vraiment peut-être souligner l'importance d'un commentaire qui a été fait par une couple des panélistes. Et ça, c'est l'importance de poser des gestes concrets et des gestes précis et même un petit peu euh, ordinaires, là, mais c'est important quand même. Et la raison pour laquelle je dis ça, c'est que je fais partie d'une couple de conseils d'administration. Ici en Colombie-Britannique, je ne les nommerai pas, mais je m'affiche ouvertement avec eux. Euh, Dans un cas, ici, c'est important que je m'affiche comme francophone, et dans l'autre cas, c'est plus important que je m'affiche comme membre de la communauté LGBTQ. Et puis, je m'aperçois que oui, ils ont une politique d'équité, de diversité, d'inclusion, et bon, c'est tout bien affiché. Mais quand vient le temps de se proposer des gestes concrets qu'on pourrait prendre comme groupe, oups, là, ça s'embourbe. Alors, je pense que si vous êtes en mesure d'encourager ce genre de geste-là, merci, 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 je serai vraiment, vraiment reconnaissant. Merci, c'est tout. Merci, Pierre. Jacqueline Noiseux, à toi. Je voulais peut-être deux choses. Une, on parle de besoins. Euh, je pense que des fois aussi, euh, de mettre nos aînés de différentes générations avec l'intergénérationnel, voir comment les jeunes, euh, ça devient naturel d'accepter la différence. Pourquoi pas aussi l'intégrer au sein de nos aînés, avec nos aînés, parce que, veux pas, c'est important aussi qu'ils voient que, bon, ça se fait dans d'autres générations, pourquoi pas la nôtre. Euh, Puis l'autre chose au niveau des besoins,
je pense que l'écoute est comme un peu quand on fait des activités avec les Premières Nations, il faut le ressentir, il faut que ça vienne naturel, dans le sens qu'on ne force pas les choses, mais on le fait avec cœur. Ben, c'est la même chose. Il faut accueillir l'autre ou la différence de l'autre avec cœur, avec ouverture. Puis ça, dans un sens, on le fait euh, je pense qu'il faut donner la chance à nos aînés euh, de, de s'ouvrir, puis de parler aussi qu'est-ce qui les embête, donc l'écoute, puis la communication. Je pense que quand on arrive, j'ai travaillé dans un centre de soins de longue durée, ben, quand tu viens pour prodiguer des soins, ben, tu vas parler à la personne, tu vas lui dire ce que tu vas faire, qu'elle soit consciente, moins consciente, ayant différentes problématiques, tu vas lui parler, puis tout est dans le geste, dans la façon de le faire. Fait que c'est important aussi de communiquer, puis tu peux communiquer avec les yeux, tu peux communiquer sans des mots, mais de façon à être bienveillant. C'est un peu ça. Merci, c'est beaucoup ça. Merci, Jacqueline. Fabien, à toi. Ouais, moi je voulais juste appuyer le poids de Pierre, parce que je pense que c'est de Pierre Soucy là. Parce que je pense que c'est vraiment un important point de départ. Il y a le politiquement correct, euh, il y a les termes qu'on va utiliser parce que ça nous arrange, euh, parce que c'est plus facile de lever des fonds, parce que c'est ce qu'on met dans les narratifs pour les demandes de financement, parce qu'on ne veut pas froisser certaines opinions, et c'est peut-être au-delà du sujet qui est touché aujourd'hui, mais là, le pire, je pense que c'est l'hypocrisie, quoi. Et je pense que ça, c'est un point de départ, c'est une discrimination en soi. Euh, et d'avoir l'honnêteté de son positionnement, de son narratif. C'est sûr qu'on n'est pas tous à l'aise, moi le premier. Hein. Et que bon, cette part d'ouverture, là, si c'est effectivement ne pas pouvoir mettre en pratique des politiques, mais par contre s'assurer que en termes de communication et de visibilité, on porte bien, ouais, ça me convient pas trop, quoi. Je pense qu'il y a des gens qui ont beaucoup souffert depuis longtemps. Et que, bon, à un moment donné, il y a une limite à ça et qu'on a une obligation envers. Hein, si on fait des plans stratégiques, c'est pour les mettre en œuvre. Hein. Du moins, je suis suffisamment peut-être naïf pour penser que c'est ce qu'on doit faire, hein, mais à mon âge, c'est un peu tard. Hein, et donc, aller, quoi. Et donc, cette façon intentionnelle, quoi, poser des actes, les mettre en œuvre, ouvrir la porte, etc. Donc, je pense que c'est un point vraiment important. Ben, merci pour toutes vos réponses. J'ai vu Jacqueline rapidement lever la main. Je ne sais pas si elle voulait répondre, si j'ai halluciné un levant, OK. Mais merci beaucoup, hein, parce que ben, j'ai une blonde, moi aussi. Je suis lesbienne et ça fait du bien de voir la communauté comme ça. C'est des gens qui réussissent super bien. Ça fait du bien de voir ça tout le temps. OK, merci beaucoup. Et je te souhaite une bonne réussite, Rosalie, aussi, dans tes travaux d'études. Et puis, j'ai hâte de te lire. Merci. Merci de ta participation. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait des questions de vive voix ou à clavardage? Gênez-vous pas. Jean-Roch a la main levée. Oui, vas-y, cher. Oui, je vois aussi que Mme Luce Sanson avait la main. Je vais laisser Mme Sanson parler avant moi. Entendu. OK. Moi, ce que je voulais dire, celle qui m'a le plus touchée aujourd'hui, parce que je connais pratiquement personne, c'est Mme Jacqueline Pelletier. Euh, je trouve que dans un panel, c'est très important d'avoir une personne qui le vit, qui est dedans, parce que ça vient toucher la Madame Jacqueline Pelletier. Ben, moi, je t'aime tout de suite d'emblée, juste à t'avoir écouté, parce que tu es. Ce que j'ai senti, c'est que tu t'acceptes, tu t'aimes toi-même, tu es chaleureuse, tu te représentes bien, tu nous fais t'aimer
et vous aimez. En tout cas, c'est toi qui me touche le plus. Je voulais le mentionner. Tu es chaleureuse, je t'adore. Ça, c'est très important. Dans tous les panels, ayez toujours quelqu'un qui fait partie de cette communauté que vous voulez accueillir. Parce que j'aime bien entendre des personnes dire on accueille de cette façon ou de telle autre façon. Mais quand une personne nous parle comme Madame Pelletier, c'est extraordinaire. C'est ça qui nous fait vous aimer encore plus. Alors, félicitations, bravo, puis bravo à toutes les autres personnes aussi. Puis la jeune là qui vient de parler, qui est étudiante, qui dit, moi, je suis justement, bravo à toi. Ce sont des personnes qui nous aident à se faire aimer. C'est beau, ça. Alors, moi, c'est tout ce que je voulais dire. Merci. Merci, Luce. J'en ai des larmes d'émotion aux yeux. C'est tellement touchant ce que tu viens de dire. Je dirais mission accomplie. On en a un beau témoignage. Merci infiniment. Jean-Roch. Oui, je ne veux pas répondre à la question, mais je veux quand même faire un commentaire comme président de la Farfo, un organisme qui évolue, qui veut faire évoluer sa communauté. Il y en a plusieurs qui me connaissent avec Franco Queer au début des années 2000. Nous avons créé Franco Queer, petit groupe, justement pour en arriver à un résultat comme celui d'aujourd'hui où on a une cinquantaine de personnes francophones en Ontario qui réfléchissent, qui parlent, qui témoignent, qui donnent des suggestions et qui mettent en pratique ce que nous voulions faire. Parce que ça, même au début des années 2000, on ne parlait pas beaucoup de la communauté LGBT en français. Il n'y avait pas de service tellement pour la communauté LGBT. Et un petit groupe, on s'est retrouvé les manches et on a passé à l'action. Et aujourd'hui, bien, je suis fier d'être président de la Farfo avec Michel Tremblay et comme homme gay qui a eu de la misère. J'ai fait une sortie du placard très tardive, près de 30 ans. Ça ne veut pas dire que je ne l'étais pas avant, mais ça veut juste dire que j'étais obligé de cacher ma vie. J'étais obligé d'avoir une double vie. Et le jour où j'ai décidé d'arrêter d'avoir une double vie et de vivre qui j'étais, je suis devenu heureux et j'ai commencé à faire des petits, presque au figuré, bien sûr, mais à créer des milieux, à créer un environnement où on m'accepterait et on accepterait les hommes et les femmes et tous les dénominatifs des LGBTQIA+, dans la communauté francophone. Voilà. Je voulais juste remercier tout le monde d'avoir participé, de remercier tous ceux qui, comme Jacqueline Noiseux, comme Joanne Leroux, comme Jacqueline Pelletier, que je connais depuis longtemps à TFO et tout, et vous tous et toutes, pour tout ce que vous faites dans vos milieux, dans vos familles, dans vos centres de vie active, pour favoriser l'acceptation de tous, incluant les LGBT, mais aussi pour les nouveaux arrivants, pour les personnes qui sont différentes, les personnes handicapées, les problèmes de développement, des trisomiques. Toute la diversité de l'humanité mérite d'être acceptée et mérite sa place parmi nous et autour de nous. Merci. Merci beaucoup, Jean-Roch. Merci encore une fois à nos 4 panélistes, Fabien Schneider, Aimé Maheu, Jacqueline Noiseux et Jacqueline Pelletier, de votre généreuse participation. Merci à vous tous pour vos questions, vos commentaires, surtout votre participation, votre écoute, votre appui. Vous êtes des alliés juste en étant ici présents aujourd'hui. Je ne sais pas quoi d'autre ajouter, mais j'ai hâte à la 5e édition. Alors, n'oubliez pas que vendredi, cette semaine, le 17 mai, c'est la journée internationale contre l'homophobie, la biphobie et la transphobie. Alors, ayons une pensée pour les gens qui ont été victimes de ces phobies-là. Et je vous remercie de tout cœur de nous appuyer dans notre évolution. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Faites ajouter, Ah oui, oui, qu'il Michel, y aura un excusez. sondage.
On voudrait Oui. conclure en vous disant qu'il y aura un sondage qui va vous être envoyé aussi avec les ressources. C'est important pour nous que vous le remplissiez pour qu'on puisse planifier mieux notre rencontre de l'an prochain, la 5e édition. Et vous recevrez en échange le guide, n'est-ce pas, pour être un allié et d'autres listes de ressources pour vous aider à être de meilleurs alliés. Alors, merci tout le monde. Bonne fin Merci de à vous. journée. Merci infiniment.